Bonjour, nous allons faire un kata TDD sur le string calculator en utilisant des outils de productivité, nCrunch et ReSharper. nCrunch est un outil qui peut vous permettre de lancer les tests automatiquement dès que vous saisissez du code sur le clavier. ReSharper est un outil qui va nous permettre de générer du code, faire du refactoring et améliorer la qualité de notre code. Je vous propose de commencer et de découvrir petit à petit comment est-ce que on va pouvoir améliorer l'expérience du TDD grâce à ces deux outils. Je vais utiliser pas mal de raccourcis clavier avec ReSharper. Je vais essayer de les commenter. Si j'en oublie, il y a cette petite fenêtre qui va nous permettre de voir quels sont les raccourcis que j'utilise au moment où je code. L'idée du string calculator, c'est d'avoir une chaîne de caractères et de faire la somme des entiers qu'on aura parsés. On va commencer par une chaîne vide, ensuite on va commencer avec un espace, un 0, un 1 et un 2. On va essayer d'introduire des séparateurs, différents séparateurs. On va démarrer par le cas le plus simple. Donc j'utilise Xunit comme framework de test. Je viens d'utiliser le Custom Attribute Fact et ReSharper est en train de me dire qu'il connaît ce Custom Attribute et il me propose de rajouter le using qui va bien. Donc je le laisse faire, j'appuie sur la touche Alt Entrée, il me l'ajoute automatiquement dans le code. Je vais écrire ma première méthode qui empty sum equal 0. Ok. Il y a trois phases dans TDD, c'est le red, green, refactor. Il y a une étape qui est importante qu'on sous-estime, c'est le compile time. C'est-à-dire que TDD, c'est le design par l'exemple. Donc, c'est important de commencer par les assertions. Qu'est-ce que ça fait afin d'écrire du code qui peut-être n'existe pas encore. Par exemple, je vais écrire une classe new numbers. Ça ne va pas forcément compiler. Mais l'intérêt, c'est de réfléchir, de trouver un consensus sur le design du code. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est l'objectif, c'est d'avoir la somme d'entiers qui auront été parsés par rapport à une chaîne de caractères. Donc moi, l'interface qui me vient dans un premier lieu à l'esprit pour pouvoir faire des sommes, c'est l'interface enumerable. Il y a un support dans Link qui vous permet de faire des sommes pour pas très cher. Donc je vais générer en appuyant sur la touche Alt Entrée, en me positionnant sur le code, pardon. Donc je me positionne sur le code avec le raccourci ReSharper, une erreur de compilation. J'appuie sur la touche Alt Entrée pour voir les propositions de ReSharper. Il me propose de créer la classe. Donc je valide ce changement. Je renomme mes arguments pour avoir du code qui est compréhensible, qui est expressif. Le code ne compile toujours pas. nCrunch me l'indique. Je le vois ici grâce à ma nCrunch Risk Bar. Je vais sur la prochaine occurrence d'erreur de compilation. J'essaie de regarder ce que me propose ReSharper. Bon, il ne connaît pas encore mon intention. Mon intention, c'est d'implémenter l'interface enumerable. Je vais lui indiquer l'information. ReSharper a automatiquement compris que je voulais utiliser la méthode sum, la méthode d'extension sum du système link. Donc, je rajoute le using. J'ai encore une erreur de compilation, je le vois sur mon problème de build. Effectivement, je n'ai pas implémenté l'interface, pas de problème. Encore une fois, ReSharper me propose d'implémenter les membres. Il me propose dans une fenêtre les membres que je dois implémenter. Et on voit que j'ai très peu de code à taper pour passer du design au code qui ne compile pas, au code qui compile et le test fail. Donc là, ça ne fait pas grand-chose. Ça s'appelle dès la construction. Donc on va s'arranger pour extraire le champ. Maintenant, j'ai fait mon constructeur, donc j'ai plus besoin j'ai besoin d'indiquer d'enlever le throw new not implemented exception. Parfait. Donc le code compile. Le test est faux puisqu'il n'y a pas d'implémentation. Et l'objectif de TDD, c'est de rajouter l'implémentation minimaliste pour corriger le test. Donc là, le code le plus simple à faire, c'est un yield return 0. Voilà. Donc on est passé à du code qui ne compilait pas, où on a réfléchi au design,
à un code qui compile, qui fait pas son job, et à un code qui fait son job partiellement. Donc là, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de rajouter un deuxième test. J'ai deux approches. Soit je duplique le test, et puis le prochain test, c'est white space, par exemple, qui me retourne 0. Et donc là, je fais une duplication de code. Ou soit j'utilise les théories XUnit. Donc je pense que c'est le bon moment de faire apparaître les théories XUnit parce que sinon on ne va pas s'en sortir. À chaque fois qu'on aura un cas de test, on va dupliquer. Bon, même si c'est une ligne de code, ça ne va pas faciliter la compréhension du développeur qui va passer derrière nous. Donc l'idée, c'est d'introduire les théories XUnit. Et donc pour les introduire, moi j'utilise l'extract paramètre de ReSharper. Donc j'extrais sous forme de paramètre. ReSharper est assez intelligent pour retrouver le bon nom du paramètre grâce au nom du paramètre dans la méthode assertEqual. Expecting me va très bien. Supplied string, vu que c'est dans mon domaine que j'ai appelé cette variable-là dans mon domaine supplied string, il réutilise la même sémantique. Donc c'est intéressant. Donc il me fait un warning puisqu'il n'arrive pas à trouver l'usage de la méthode pour pouvoir justement patcher la valeur. Donc c'est pas grave, je vais rajouter mon inline data. Voilà, c'est là que je vais introduire justement les paramètres. Donc je dois attendre 0 et quand je passe une chaîne vide. Ok. Ok. J'ai simplement oublié de transformer mon fait en théorie. Voilà. Donc j'ai transformé mon fact en théorie, j'ai injecté les paramètres. Maintenant, si on regarde le nom de la méthode, on a besoin de la changer puisque maintenant, si je rajoute par exemple le cas de l'espace, le code tourne toujours puisqu'il fait simplement retourner qu'un seul entier qui est 0. Par contre, j'ai besoin de renommer ma méthode. Donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est faire une somme des parsed de la chaîne de caractères parsés. Ok. Donc je vais rajouter un cas de test qui va prouver que mon implémentation n'est pas suffisante. Donc, le cas de test le plus simple, c'est de mettre 1 par exemple. Donc on voit que Crunch fait son boulot, c'est-à-dire que quand je tape du code, j'ai aucun raccourci clavier à apprendre. Il compile tout seul dans un propre workspace et il lance les tests de manière isolée. Je peux très bien lancer un debug pendant qu'il lance les tests, ça pose aucun souci. On peut voir depuis la fenêtre de console de Crunch quel test nous pose problème dans le cadre par exemple d'une théorie XUnit. Donc on voit que ce test-là fonctionne bien, et là on commence à avoir un petit problème puisqu'il attendait 1 et il se retourne avec 0. Bien entendu, quand je vais regarder l'implémentation, je me rends compte que ça retourne toujours 0. Donc pour passer d'un code qui fait que retourner 0 à retourner la chaîne de caractères parsés, on n'a qu'à simplement la parser. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire un int.parse de mon supply string. Donc là, on va voir ce qui se passe. Donc, je constate que j'ai des régressions. Effectivement, la méthode int.parse ne prend pas en compte les espaces ou les chaînes de caractères vides. Dans notre domaine, les espaces ou les chaînes vides sont des zéros. Donc ce que nous allons faire, c'est simplement extraire la méthode pour faire notre propre méthode qui va parser les ints et gérer les espaces et les chaînes de caractères vides. Donc pour ça, j'ai utilisé un raccourci CTRL-RM pour pouvoir extraire sous forme de méthode. C'est un pattern de refactoring. Et donc, je vais l'appeler int parse integer. Je vais lui passer mon paramètre supplied string. Donc là, je vais pouvoir lui rajouter le paramètre supplied string.
il va falloir que je l'utilise. Donc je vais le renommer, CTRL RR, et string to parse. Voilà, je préserve mon intention qui est de parser cette chaîne de caractères. Voilà. Donc ReSharper m'indique que je peux tout de suite passer cette méthode statique puisque je suis plus dépendant de membres de la classe numbers. Très bien. Je vais implémenter le code qui va nous permettre de patcher. Alors j'ai vu que le problème venait d'ici, vu que ncrunch nous indique que c'est ici que se passe le problème. Si on veut comprendre pourquoi, on voit que c'est un problème de format exception d'input string. Donc si je rajoute simplement un string.isNull en white space de mon string to parse, je peux retourner 0 dans ce cas-là. Là normalement tous les tests doivent être verts. Voilà. Donc en fait ce qui est intéressant c'est qu'on a vu que quand ncrunch est en train de faire son boulot, tout passe en surbrillance. Dès qu'il a fini son boulot, on voit le code qui est couvert, un point vert correspond du code couvert, et lorsque tout va bien, on a le choix de soit afficher tous les tests, ou soit afficher que les tests qui sont fails. Moi je préfère afficher les tests qui sont fails. Je préfère éprouver le design, afficher les tests qui sont fails. Petite parenthèse, je ne vous ai pas montré, mais j'ai délibérément fait l'implémentation dans le code des tests, puisque la problématique de design se voit lors de projets d'intégration ou de refactoring. Par exemple, donc là tout est dans mon assembly de test. Avec ReSharper, c'est assez trivial d'extraire la classe et de la mettre dans une autre assembly. Et ça sera la dernière partie de notre refactoring. Pour l'instant, on n'a pas suffisamment implémenté. On va augmenter en complexité, c'est-à-dire que par exemple, quand je passe 1,2, je m'attends à trouver le résultat 3. Donc ici, si on regarde l'implémentation, je ne me contente que de parser toute la chaîne en entier. Donc ce qui n'est pas suffisant. Il y a une méthode qui est, ma foi, pas trop mal dans notre cas, qui va nous permettre d'énumérer les caractères, d'accord, et surtout de tester avec le char.isNumber s'il s'agit d'un nombre ou pas. C'est notre objectif. Donc, on va l'implémenter. Donc si le caractère est un nombre, je peux faire mon yield return en appelant ma méthode parseInteger sur mon supply_char. Encore une fois, ReSharper nous met en place une bonne pratique. Il m'a dit que je devais utiliser la culture sur toString, je vais utiliser la bound culture. Ici, j'en ai plus besoin. Parfait. Alors, on a pris un choix délibéré, c'est-à-dire qu'on a voulu parser caractère par caractère. L'avantage de cette solution-là, c'est qu'on peut très bien changer de séparateur, c'est-à-dire qu'on se contente que d'aller chercher que ce qui correspond à un nombre. Maintenant, il faut pousser l'implémentation, c'est-à-dire que par exemple, quand je mets 1 et 20, je dois me retrouver avec 21. Voilà. Donc ce getTest ne passe pas pour la simple et bonne raison que ici, en fait, à chaque fois que je vais trouver un caractère, je vais le retourner, puis je vais faire l'addition. Donc en fait, ici, je vais toujours me retrouver avec 3. Voilà. Par exemple, si j'avais mis 21, je vais me retrouver avec 4. Voilà. Alors que ça, on aurait dû avoir 22. Donc pour pouvoir faire ça, ce qui est important de voir, c'est que dans le kata string calculator, ce qui est important, c'est d'augmenter progressivement la difficulté sans perdre l'idée principale qui est que je vais pouvoir, par exemple, parser un séparateur de ce style-là. Donc on aurait pu prendre, quand on creuse un petit peu le domaine, on aurait pu essayer de faire des splits. Déjà, on serait privé par exemple de faire la somme directement avec
les listes. Et 2, le code aurait peut-être été un peu moins maintenable avec des splits et moins compréhensible. Maintenant, on va essayer de voir, le but de TDD, c'est de trouver un design. S'il ne correspond pas, il faut refactorer. Donc pour l'instant, ça se tient. Je ne peux toujours pas refactorer puisque j'ai au moins un test qui fail et l'implémentation n'est pas forcément finie. Mais leur code reste très maintenable. Pour pouvoir adresser cette problématique-là, on a besoin en fait pour chaque caractère, si c'est un nombre, en fait il faut essayer de le concaténer ou de le mettre dans un buffer. Voilà. Par exemple, quand je pars cette chaîne de caractères-là, j'ai 1, je retourne 1. Le point virgule n'est pas un nombre, donc ça peut être mon séparateur, et du coup je retourne 1. Ici, le prochain caractère c'est 2, ensuite c'est 1, donc ça fait 21. Et là, j'ai pas de séparateur, c'est la fin de la chaîne. Comme c'est la fin de la chaîne, il va falloir que je retourne le nombre 21. Donc là, je pense que je vais introduire un tout petit buffer. On va voir si ça tient la route. String builder. Je vais utiliser un string builder. Voilà. Du coup, si c'est un nombre, je l'appelle supply char. Si c'est un nombre, bah, je continue parce que peut-être que le prochain est un nombre. Par contre, si ça n'est pas un nombre, je vais pouvoir faire mon yield return sur mon parse integer de mon buffer.toString. Et surtout, pour que le buffer soit fit pour le prochain caractère, il faut que je réinitialise. Quand j'ai terminé ma boucle, il faut bien que je retourne le dernier élément, et donc il faut que je retourne le buffer.toString. Voilà. Donc, les tests sont verts. Je vais quand même rajouter des cas tests pour prouver un petit peu mieux mon implémentation. Par exemple, si je mets ça, ça marche toujours. Si je mets un séparateur devant, ça marche. Si je combine les séparateurs, ça marche aussi. Si par exemple, je mets n'importe quoi, puis 10, là je devrais me trouver avec 32. Donc, quand on voit qu'on commence à rajouter des tests et que finalement l'implémentation est robuste et que ça correspond aux besoins, il faut s'intéresser à la maintenabilité du code. Il faut avoir un avis critique. Ce qui est intéressant, c'est que là, ReSharper me fait comprendre que j'ai une petite duplication. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de préserver mon intention. Pourquoi est-ce que je fais un new string builder? Et mon intention, c'était d'avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, un petit buffer. Voilà. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'il ne me remplace pas cet usage. Donc, je vais le faire à la main. Deuxième chose, j'ai cette portion de code là qui, on va dire, traite de la même fonction, c'est-à-dire tant que j'ai un nombre, je le rajoute dans mon buffer. J'ai envie de donner de la cohérence et de l'extraire sous forme de méthode. Et donc j'ai utilisé un pattern de refactoring ReSharper en appuyant sur CTRL RM qui va me permettre de déclencher le extract method. Donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est d'extraire extract numbers. Extract number, pardon, au singulier, donc je l'ai fait caractère par caractère. Voilà. Donc le code commence à être un peu plus maintenable, un peu plus lisible. Les tests sont toujours verts. Ici, effectivement, ReSharper me propose de simplifier le code. On voit qu'on a un bloc de code. Souvent, ça n'améliore pas forcément la lisibilité lorsqu'on a des if. Et il peut nous proposer d'inverser les if statement to reduce nesting. Donc, je vais voir ce que ReSharper me propose. Pour moi, ça me convient. L'idée, c'est de dire, je vais inverser le if pour traiter les cas qui ne sont pas des nombres pour retourner false. Et ensuite, tout le code qui vient après, on est sûr qu'il s'agit d'un nombre et du coup, je l'appelle et je retourne true.
Voilà. Donc pour résumer, on a vu certaines fonctionnalités de nCrunch. Ça améliore quand même pas mal l'expérience du TDD puisqu'on n'est pas sur le qui-vive à relancer les tests continuellement. nCrunch le fait pour nous. On a ReSharper qui est là pour nous aider à améliorer la productivité du code avec de la génération automatique, des refactoring automatiques. Et tout ceci contribue justement à pousser le design par l'exemple et à repousser les choix techniques ou les implémentations le plus tard possible et surtout au bon moment. Si on n'avait pas eu ReSharper par exemple pour générer la classe, souvent on a tendance dans notre expérience, si je refais le code, à commencer par écrire les classes avant le test. Et ça c'est pas forcément bon puisqu'on n'a pas forcément tout de suite, au moment où on crée les classes, on ne sait pas quel usage forcément on va en avoir après. Donc, je peux vous montrer un exemple. Par exemple, le premier cas c'était SumEmpty equal 0. Okay. Donc là, quand on fait TDD, d'habitude, on dit ah bon, ok. Donc là, je fais la somme, ça doit être égal à 0. Je vais faire une classe qui va s'appeler, je vais l'appeler numbers2 puisque j'ai déjà implémenté numbers. Et puis j'ai envie de faire une somme, donc je vais faire public int sum string supply string. Je ne vais pas l'implémenter. Et en fait, quand je vais commencer à coder mon test, c'est à ce moment-là où je me rends compte du design. Lorsque j'écris la SERP, j'utilise mon code de l'extérieur. Et donc c'est assez dommage, puisque en fait les dés sont un peu pipés, puisque j'ai déjà écrit la classe et le design avant même d'avoir fait l'usage. Et donc là, je vais écrire 0, je vais faire new numbers, numbers2, vu que j'ai fait mon design pas forcément au bon moment, et puis je vais faire mon sum sur la chaîne empty. Du coup, quand j'écris ça, je réfléchis même plus au design vu que je l'ai déjà implémenté, et je me prive des opportunités pour pouvoir reconnaître justement des solutions qui existent déjà, qui sont déjà fournies par exemple par Link ou par d'autres librairies. Voilà. Un dernier point, comment est-ce que je fais par exemple pour me dire bon bah j'ai ma classe numbers, je veux l'extraire et la mettre dans une librairie pour pouvoir la publier. Bah, c'est très simple, hein. Je peux rajouter par exemple un projet, je vais rajouter une classe library et on va voir comment est-ce qu'on va faire avec ReSharper pour l'injecter. Et là on le fait au bon moment. String calculator. Je supprime la classe. Je suis dans mon string calculator test, je vais mettre deux classes. J'utilise un raccourci, CTRL-RO. Alors j'ai plusieurs choix, move to another file ou move to folder. Donc ça c'est assez intéressant parce que je vais pouvoir déplacer ma classe dans par exemple string calculator. Voilà. Il m'indique qu'il va y avoir des extra références qui vont être ajoutées et il va rajouter des usages sur la classe numbers. Je le laisse faire. Mon code ne compile pas. OK. Effectivement, mon projet n'est pas encore référencé. Donc, j'ai utilisé le raccourci clavier qui me permet d'aller sur l'erreur de build suivante. Et ici, en fait, ReSharper me propose automatiquement d'ajouter la référence sur string calculator. Voilà. Et donc là, j'ai pu extraire le code proprement au bon moment et de penser au design avant et après, c'est-à-dire dans une stratégie d'API et dans une stratégie d'intégration, quand on va extraire le code et le mettre sous forme de librairie. Il y a une dernière petite option que j'aime bien, c'est l'Optimize References de ReSharper. Donc là, je vais pouvoir enlever toutes les dépendances que je n'ai pas forcément besoin. Donc voilà.
ce qui me permet d'avoir le code le plus lightweight possible, le binaire le plus léger, avec le moins de dépendance possible. Voilà. Et donc là, voilà, en très peu de temps, ReSharper m'a patché les namespaces, les imports, etc. Il y a un outil qui est très intéressant, c'est l'analyse de la solution complète. Et là, je vois que j'ai aucune erreur dans la solution. Donc, pour moi, le dev est terminé. Il y a un autre point qui est important, c'est qu'on peut extraire les règles de ReSharper. Et il y a un plugin dans Sonar qui nous permet d'aligner les règles, d'importer les règles de ReSharper. Donc on peut avoir une synchronisation complète entre les conventions de ReSharper ou nos propres conventions avec celles de Sonar, et surtout au moment où on code, avoir justement ce feedback-là. Voilà. Merci à vous d'avoir assisté à cette présentation.